Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième journée des universités d'été éthique et maladies neuroévolutives. Je suis particulièrement heureux au nom de l'espace éthique de vous accueillir ce matin doublement. La première, c'est que je vois que dès 9 heures du matin, la salle se remplit bien, donc nous avons en face de nous des personnes engagés, motivés, donc les échanges, j'en suis persuadé, vont être particulièrement riches tout à l'heure à la fin de cette première session. Aujourd'hui est une date importante. Nous sommes le 21 septembre et c'est la journée mondiale Alzheimer. Ça me permet de remercier très sincèrement Anne-Marie Catanzaro, qui est présidente de France Alzheimer Bouches-du-Rhône, de son aide, de son appui pour l'organisation de cette journée. Sans toi, Anne-Marie, on n'aurait pas réussi à convaincre tous les acteurs du territoire à être présents et à se mobiliser. Donc vraiment un grand merci à toi de ton aide. Merci aux autres associations du réseau France Alzheimer d'être ici. Je pense à nos amis du Vaucluse, à nos amis de Nice. En règle générale, et je peux en témoigner personnellement puisque je suis président de l'association France Alzheimer 06, on est aujourd'hui sur le terrain avec nos adhérents, nos familles. Vous avez fait le choix de venir ici et on vous en remercie. Je sais qu'il y a des manifestations qui sont quand même organisées sur vos territoires, mais aujourd'hui est une journée importante pour tous ceux qui œuvrent pour cette cause. Et c'est aussi pour ça que dans le cadre des universités d'été, pour ceux qui en ont un peu l'habitude, on a un petit peu transformé notre programme. En règle générale, la deuxième journée des universités, il y a encore des sessions plénières l'après-midi, il y a encore des ateliers. Cette année, on a voulu consacrer toute l'après-midi, ou en tout cas une grande partie de l'après-midi, justement à avoir un temps de célébration de cette journée, avec des interventions, on va dire, davantage grand public. On aura la chance d'avoir Vincent Valinduc, chroniqueur santé de TF1, qui sera là pour nous présenter son livre. Et surtout, on aura une séquence davantage institutionnelle, mais ô combien importante, des acteurs du territoire, notamment la ville de Marseille, bien évidemment, mais aussi l'université ex-Marseille, pardonnez-moi, et la direction de la PHM qui viendront clôturer ces universités d'été avec la signature d'une charte d'engagement au sujet de ces maladies. Donc, pardonnez-nous de ce changement un petit peu d'ordre protocolaire et à la fois d'organisation. On s'est vraiment concentré cet après-midi sur une après-midi grand public, mais il nous paraissait extrêmement important de pouvoir la positionner sur cette université d'été aujourd'hui, Journée mondiale Alzheimer. J'en ai déjà trop dit, je vais accueillir pour cette troisième session plénière Véronique Lefebvre-Desnouettes, qui est présidente de la session, qui est psychiatre de la personne âgée à la PHP, docteur en philosophie pratique et en éthique médicale et co-directeur du département de recherche d'éthique biomédicale au Collège des Bernardins. Et j'invite l'ensemble des intervenants de la session à nous rejoindre, que tu vas présenter. Cette troisième session, je vous l'avais indiqué hier, est bien évidemment complémentaire aux deux précédentes. Hier, en première session plénière, nous avions les personnes malades et leurs proches qui venaient s'exprimer, nous dire les dilemmes auxquels elles pouvaient être confrontées. À 11h, lors de la deuxième session plénière, nous avions différents professionnels du champ des sciences humaines et sociales qui venaient compléter l'apport de ce que nous avaient dit les personnes malades et les proches, avec des dimensions et des croisements extrêmement pertinents sur comment ces questionnements interrogent plus largement les sciences humaines et sociales et la société. Et aujourd'hui, avec cette session plénière, j'ai envie de dire, c'est le terrain. C'est le terrain parce que les malades, les proches, les soignants doivent partager ces choix, ou en tout cas essayent de les partager et essayent de les assumer ensemble. Alors comment ils font? Pardonnez-moi, comment ils se dépatouillent? C'est tout l'enjeu de cette table ronde. Et Véronique, la parole est à toi. Tu as 1 heure, donc je reviendrai sur la tribune d'ici 1 heure. Encore un grand merci à tous les orateurs pour votre courage d'amorcer cette journée à 9 heures.
Et un grand merci, Véronique. Alors merci tout d'abord à la puissance invitante, magnifiquement incarnée par Federico, Fabrice Hill, Virginie Ponel et toute leur équipe. Donc j'ai le plaisir de présider, c'est un bien grand mot, hein, cette session. Je vais me taire, vous inquiétez pas. Mais d'abord, je vais vous présenter nos 4 orateurs. Pour cette plénière, nous avons choisi de vous faire entendre plusieurs voix venues d'horizons soignants différents pour aborder ces dilemmes éthiques autour des choix thérapeutiques. Donc je vais vous les présenter de nouveau succinctement. Ils auront chacun 15 à 20 minutes pour déployer leurs témoignages et leurs propos. Nous entendrons d'abord Nolwenn Lerouzic, qui est assistante sociale hospitalière en Bretagne Sud. Et elle a répondu à notre appel à communication avec un témoignage bouleversant qu'elle va nous livrer. Et puis ensuite, elle nous dira ce temps, la nécessité du temps partagé pour les équipes autour de cas cliniques concrets. Ensuite, nous écouterons Jérémy Henez, qui a un double cursus, ergothérapeute et doctorant en santé publique à l'Université de Rennes. Et lui aussi nous parlera des dispositifs médicaux. On est vraiment dans le concret. On reviendra à ce moment-là sur la notion de temporalité, de partage de connaissances pluridisciplinaires, avant de partager des choix et de les assumer ensemble. Nous poursuivrons avec un autre prisme, celui des vulnérabilités dans le champ médico-social, avec Claire Journoud, qui est technicienne du grand âge et référente des démarches de réflexion éthique en PACA et en COS. Et Claire nous parlera très concrètement de ce que c'est que la mise en place d'une mesure de protection. Et nous finirons avec Thibaut Hazel, qui est professeur associé de bioéthique et éthique médicale à l'Université de Bordeaux, qui est praticien hospitalier dans un service d'oncologie et de radiothérapie. Et lui va aborder un prisme très intéressant en partant d'un cas de cancer de la prostate, parce que je crois que c'est ça qui vous mobilise, chez un homme, pour en modéliser les possibilités sur la maladie d'Alzheimer, d'étudier tous ces dilemmes, de l'annonce du diagnostic à la proposition des thérapeutiques. Donc je vous donne tout de suite la parole, à vous Nolwenn. Voilà, donc merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est vrai que j'ai candidaté à cette université d'été, puisque cette année, j'étais en formation pour un DU d'éthique narrative. Et c'est vrai que j'ai passé de nombreuses années aussi en hospitalisation à domicile et en unité de soins palliatifs où j'ai rencontré la patiente pour laquelle je vais évoquer sa situation. Donc, comme beaucoup de professionnels, je suis confrontée à des situations de plus en plus complexes qui demandent un accompagnement important pour le patient et son entourage. La maladie impacte tous les membres de la famille et peut engendrer des problématiques liées au logement, à l'emploi et génère des pertes financières. La temporalité des différentes administrations n'est pas celle de la maladie. Souvent, en fait, il y a peu d'aides financières pour débloquer des plans d'aide et des aides à domicile en urgence, donc on doit attendre en fait et redoubler d'efforts pour faire valoir les droits, et souvent en collaboration étroite avec des partenaires. Cet accompagnement tient compte des besoins présents, mais également des besoins futurs. Je peux solliciter les dispositifs nationaux ou spécifiques afin de pallier le manque d'argent ou éventuellement pour la mise en place d'un plan d'aide à un instant T de la maladie. Je peux être amenée souvent à réévaluer, réajuster en fonction de l'évolution de la maladie, des capacités du patient et de sa famille, à accepter et faire les choses toujours en respectant leurs choix. Même si le patient est au cœur de la prise en charge, j'ai aussi une attention particulière pour l'entourage qui va devoir supporter les effets de la maladie et qui est impliqué de manière directe dans l'accompagnement. Une évaluation régulière des besoins du patient et de ses proches est nécessaire car on demande de plus en plus une solidarité familiale pour compenser le manque d'aide financière et de professionnels. D'où une attention et une vigilance particulière car en effet, on leur demande de plus en plus et les tâches qui leur incombent sont parfois très lourdes. La prise en charge sociale prend donc en compte l'environnement familial, professionnel et les impacts de la maladie sur ces environnements. Donc j'ai choisi de vous présenter la situation d'une femme de 38 ans, mariée et mère de 2 enfants de 3 et 7 ans, prise en charge en HAD, puis en unité de soins palliatifs où j'interviens. Donc ces accompagnements de jeunes patients demandent beaucoup d'investissement, c'est-à-dire des points en équipe réguliers pour ajuster au mieux les souhaits du patient, les possibilités de la famille ainsi que des professionnels qui interviennent au domicile. Elle montre également le lien entre les équipes
et comment ce temps, cette temporalité courte qu'est l'hospitalisation, comment on arrive à créer une relation. Donc Madame est infirmière puéricultrice, elle a un profil qui lui offre une pleine maîtrise de son parcours de soins. Son époux a démissionné et est devenu l'aidant principal, il est sa personne de confiance. Madame a quelques symptômes lorsque le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique est posé. Consécutivement à cette annonce, Madame est accompagnée par des équipes médicales et la maison est rapidement aménagée au handicap, c'est-à-dire monte-escalier, lit médicalisé, fauteuil roulant. À ces aménagements s'ajoute l'entrée en hospitalisation à domicile et le bénéfice de 2 passages infirmiers. Au fur et à mesure de la dégradation de son état de santé, Madame demande plus d'attention. Les exigences deviennent difficiles tant pour la famille que pour les professionnels. Monsieur est régulièrement sollicité pour les soins et culpabilise de ne pas être présent pour ses enfants. L'épuisement est majeur. Dès lors, plusieurs concertations sont organisées avec les soignants, puis plus tard avec l'école, puisque l'équipe éducative identifie un impact sur les résultats scolaires de l'aîné des enfants et sur son comportement. Des aides extérieures sont souvent évoquées, acceptées par le couple, mais rapidement arrêtées par Madame, qui se sent dépossédée de sa fonction de maman. C'est alors que l'équipe HAD propose un premier séjour de répit en unité de soins palliatifs, car il y a nécessité de soustraire les enfants de ces actes de soins et d'offrir au mari un repos nécessaire. Madame est contre cette initiative, cette proposition initiale, car elle ne veut pas être séparée de ses enfants. Elle finit cependant par accepter un premier séjour pour réévaluation globale. On se rend compte que malgré tout ce qui était mis en œuvre par les professionnels, prise en charge de la douleur, soutien psychologique, social pour pas que les problèmes financiers ne viennent perturber les soins, ils se retrouvent face à des difficultés et à des limites. En effet, la maladie bouleverse la dynamique familiale et chaque membre doit également s'adapter à ces changements. Il peut y avoir des décalages dans le vécu de chacun, des ambivalences et des contradictions, d'où la naissance de certains dilemmes, c'est-à-dire comment protéger la famille épuisée alors que le souhait de la patiente est de rester dans son cadre familial, comment aussi respecter son sentiment de dignité alors que la patiente perd en autonomie et a besoin de l'aide de son entourage et des professionnels. Ces dilemmes sont responsables de difficultés rencontrées dans l'accompagnement de personnes en fin de vie, où les choix, les compromis nécessitent souvent des échanges d'ordre médical, psychologique, social, éducatif. Ces situations génèrent donc des échanges pluridisciplinaires réguliers qui aident à avoir une représentation plus large du contexte, des discussions sur des questionnements éthiques liés aux limites d'accompagnement sur le lieu de vie et à la nature des soins. Le partenariat entre professionnels durant le parcours de soins est indispensable pour garantir ses libertés individuelles et ses droits fondamentaux. Les décisions sont souvent difficiles à prendre car le patient souhaite rester dans son cadre de vie, sphère de son intimité, chargé de son histoire personnelle et de sa sécurité affective. La famille, elle, est souvent tiraillée entre le respect du choix de son proche et l'épuisement qu'engendre la maladie. L'impuissance, la confrontation à la souffrance et à la dégradation physique deviennent intolérables. Un repli sur un lit d'hospitalisation est donc parfois nécessaire quand ces limites ont été atteintes. Pour cette situation, Madame est venue 4 fois en unité de soins palliatifs pour permettre à sa famille de se ressourcer, discuter sur la difficulté des infirmières libérales à se situer par rapport au projet de soins. Effectivement, les infirmières, à ce moment-là, pouvaient passer jusqu'à 4 heures d'intervention par jour, et sur la sécurité des enfants. Ces enjeux ont été discutés en réunion collégiale avec l'hospitalisation à domicile, puis en staff territorial, afin de croiser les regards et de neutraliser la charge émotionnelle. La difficulté pour l'unité de soins palliatifs est d'essayer de convaincre Madame de rester hospitalisée au risque de perdre l'alliance thérapeutique. En effet, cette alliance permet cette relation de confiance, de consentement nécessaire pour garder un lien entre le patient et l'équipe soignante et entre le patient et sa famille. La place de la famille est essentielle et celle des soignants est indispensable, car le patient et la famille ont besoin d'être épaulés dans ce temps bouleversant où les repères font défaut. Le rapport au temps est également important dans ces accompagnements. En effet, la difficulté est de créer du lien et d'investir le présent tout en se préparant à la perte. Être malade et en soins palliatifs, c'est avoir son rapport au temps modifié, le champ des possibles limité. Face à cette souffrance globale, l'avenir devient nébuleux et terrifiant. Le corps rythme le temps qu'il reste. La temporalité du patient n'est pas celle du soignant, ni celle de la famille.
Le patient souhaite être entendu, accompagné par une présence, des gestes. Le soignant évolue, lui, dans un contexte institutionnel et organisationnel où il n'a pas toujours la disponibilité nécessaire, le temps d'y prendre soin. La famille, elle, vit au rythme de la maladie, alterne les phases d'espoir et de désespoir et soutient le proche en investissant le temps présent par leur présence vraiment très assidue. Elle se prépare à la séparation, souvent en taisant ses propres souffrances. Lorsque la maladie apparaît au cœur de la vie quotidienne d'une famille, chacun s'adapte à la situation et malgré le bouleversement que cette situation engendre, les liens se renforcent le plus souvent bon gré mal gré. Dans cette relation de soins, l'équipe soignante doit accompagner le patient, doit respecter son autonomie, sa dignité, accompagner et soutenir la famille et être vigilant à ses limites, c'est-à-dire le doute, la culpabilité ou encore l'épuisement. Il s'agit souvent d'un accompagnement le plus juste et d'y apporter à chaque fois une réponse unique. Pour conclure, le souhait du patient, les capacités de la famille évoluent dans la prise en soin. Chaque situation est singulière et la maladie fait que nous évoluons dans un contexte d'incertitude. La relation soignant-soigné est privilégiée, la place du patient est centrale dans la prise en soin. Le patient n'est pas un objet de soin, sa prise en charge est globale. Son histoire est importante, ses valeurs, ses projets sont respectés le plus longtemps possible. Dans la prise en soin de ces situations complexes se pose la question « Jusqu'où va-t-on et quelle est la moins mauvaise des solutions ?» Question à laquelle nous n'avons pas de réponse, mais nous essayons de préserver l'autonomie du patient en tenant compte de son environnement. Ces situations questionnent bien évidemment nos limites. Jusqu'où va-t-on dans la prise de décision, et amène ainsi des échanges pluridisciplinaires réguliers et nécessaires. Les soignants doivent accompagner le patient malade, être vigilants à l'entourage et parfois se montrer protecteurs en travaillant à une hospitalisation lorsque l'accompagnement au domicile devient difficile. Pour ces situations complexes où un jeune parent est gravement malade, il est difficile pour lui de devoir se séparer de ses enfants. Le fait de vouloir rester au domicile signifie de rester dans son rôle de parent, et l'hospitalisation le ramène à la maladie, à la mort. Il est aussi difficile pour ces jeunes parents d'accepter les aides humaines extérieures, de peur d'être dépossédé de son rôle parental. Le parent malade veut garder jusqu'au bout cette relation avec sa famille, mais à quelles conditions ? Le domicile n'est plus le lieu sécurisant. Les professionnels du domicile, comme ceux des établissements, sont des tiers qui permettent d'accompagner ces familles, non pas dans la séparation, mais dans un lien différent, qui peut être l'effet contenant et sécurisant d'une hospitalisation. Donc travailler ensemble pour proposer un accompagnement tout en gardant le lien avec la patiente et le patient et son entourage doit être la priorité dans la prise en soin d'un patient en fin de vie. Ces situations singulières demandent une réflexion et des temps d'échange pluridisciplinaires réguliers afin de répondre au mieux aux choix du patient et de son entourage. Alors c'est vrai que ce n'était pas du tout prévu, mais j'ai rencontré il y a un mois de ça une patiente en unité de soins palliatifs qui nous a témoigné pour remercier en fait l'accompagnement de l'équipe durant son séjour de répit. Elle nous a écrit un courrier, un témoignage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais être témoin du récit de cette patiente-là, puisque ça reprend exactement les propos que j'ai pu tenir jusque-là. Donc c'est une dame qui a 60 ans. Alors c'est un pur hasard, c'est une dame qui a une sclérose latérale amyotrophique, infirmière libérale, qui a 60 ans, qui vit seule à son domicile et qui a 2 enfants relativement jeunes, mais qui ne vivent pas à proximité. Alors je m'excuse auprès d'elle, mais j'ai dû couper en fait certaines parties de son témoignage qui est assez important et très long, donc je n'aurai pas le temps. Je peux lire un petit peu ? Oui. Donc, mai 2023, un tsunami a dévasté ma vie. La confirmation de mon diagnostic, la SLA ou la maladie de Charcot. 2 noms pour dire l'innommable, l'inacceptable. Une maladie incurable, une putain de maladie qui va m'emmurer dans mon corps jusqu'à m'emprisonner et me rendre totalement dépendante. La paralysie s'installera avec des conséquences cruelles, ne plus bouger, ne plus s'alimenter, ne plus parler, ne plus respirer. La SLA, c'est vivre dans une prison sans barreaux et pourtant il est impossible de s'en évader. Cette pathologie, je la connais pour avoir accompagné une de mes patientes jusqu'à son dernier souffle. Comment accepter l'inacceptable ? Comment expliquer l'inexplicable ? Comment survivre avec cette pathologie dégénérative ?
Comment l'annoncer à Pierre-Yves et Lisa, ses enfants? Comment supporter cette épreuve et ce sentiment d'impuissance face à cette maladie incurable? Comment faire le deuil de son rôle de soignante pour endosser celui de patiente? Même si je m'en doutais, je suis abattue, terrifiée, sidérée, désespérée, je m'effondre. Les semaines qui ont suivi la confirmation de diagnostic ont été remplies de colère, de tristesse, d'incompréhension et de déprime. L'impuissance qui s'ajoute aux larmes est insurmontable, insoutenable. Je ne peux rien y faire, rien du tout. Je dois subir, je n'ai pas le choix. La SLA sans l'accepter, il a bien fallu l'intégrer. J'ai dû faire le deuil de celle que je ne serai plus, le deuil de ma vie d'avant. Carpe diem sera ma devise. Cueillir le jour présent sans se soucier du lendemain. Vivre au jour le jour. Donner toute sa valeur à l'instant présent. Quand on ne peut pas rajouter des jours à la vie, il faut rajouter de la vie au jour. Vivre la vie et l'envie en overdose, sans anesthésiant, sans être abruti de calmant, parfois pliant mais résistant aux tempêtes, aux ouragans, sans jamais laisser filer le temps. Vivre en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie que l'on va mourir. L'accompagnement de patients en palliatif vivant à domicile nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Pour m'avoir apporté leur soutien lors de l'accompagnement de mes patients guidélois, je savais pouvoir compter sur les compétences de l'HAD et de l'équipe mobile de Carpap. Ils ont répondu à mon désir de rester à la maison. Faute d'auxiliaire de vie, je n'ai pas eu le choix que d'accepter un séjour de répit dans l'unité palliative du DIVIT avec beaucoup d'appréhension. En tant que soignante, je savais la pathologie incurable, mais j'avais mis un peu d'espoir dans le Rulisol que ma fonction hépatique n'a pas supporté et dans le Relivrio qui a été un échec thérapeutique. 2 passages à vide pour moi. Oui, lors de mon combat, j'ai dû et devrais faire face à des moments down en lien avec l'évolution trop rapide de la pathologie. Le monte-au-banc, le lit médicalisé, le monte-escalier, le fauteuil roulant, la gastrostomie, autant d'étapes difficiles à accepter. Et surtout des moments d'angoisse liés aux imprévisibles fausses routes, terriblement terrifiantes quand on est seul. Au fil des jours, des semaines, des mois, cette putain de SLA s'est installée sans remords, sans répit. Aujourd'hui, je vis dans un corps qui ne m'appartient plus. La maladie m'a volé mes bras, mes jambes et continue de s'acharner sur ma fonction respiratoire, ma phonation, ma déglutition. Je chemine difficilement dans la maladie, sachant qu'il n'y a pas d'ouverture à cette situation. Mais même si je suis consciente que pour moi la mort n'est pas une option et qu'elle a installé son port d'attache, j'ai des ressources qu'elle ne soupçonne pas et du courage à volonté. Oui, c'est mon combat, c'est ma galère, mais je ne vais pas lâcher. Je vais lutter jusqu'à ma deadline, la trachéo. Je tiens à remercier tout le service. Merci pour votre sourire, votre accessibilité, votre accompagnement bienveillant et empathique, votre diligence et pour le management de votre équipe qui a assuré chaque jour sans faille avec tellement d'humanité. J'ai vécu et partagé une période très intense en émotions et en sentiments et très enrichissante humainement avec ma team de l'unité de soins palliatifs. En tant que soignante, j'ai un regard critique sur la qualité des soins. Je suis peut-être exigeante mais lucide. Je n'attends pas de miracle, mais simplement du respect et une bonne éthique du soin adapté à ma situation, une prise en charge optimum de la douleur morale, physique, psychologique et du confort. Toutes ces valeurs, je les ai trouvées au sein de votre unité de soins palliatifs. Pour moi, il n'y a pas pire que ceux qui ne font pas l'effort et ne prennent pas le temps de m'écouter et surtout de me comprendre. Pour moi, il n'y a pas pire que ceux qui ne disent rien, ceux qui ne disent ne pas trouver les mots, pas besoin d'être Rimbaud, il n'y a pas de bons mots à part ceux qui sont sincères. Oui, mon handicap, c'est leur cerveau. Ma team adorée, je suis rentrée en l'unité de soins palliatifs avec beaucoup d'appréhension, d'angoisse, de larmes, car je sais que c'est ici que je finirai mes jours. On aurait pu raisonnablement penser qu'en tant qu'infirmière libérale, je sois davantage prémunie contre la souffrance, le stress et la situation de fin de vie, mais il n'en est rien. Cette putain de pathologie, je la connais. Vous m'avez accueillie, guidée, accompagnée vers la résilience. Le professionnalisme dont vous avez fait preuve est la base de vos fonctions, mais l'humanité, la chaleur humaine, la gentillesse que vous m'avez prodiguée a été un véritable baume sur mes souffrances psychologiques. Vous m'avez donné de bons conseils, des suggestions et de la sécurité de jour comme de nuit, de sorte que je porte pendant mon séjour la pathologie avec sérénité. Donc là, elle remercie beaucoup. Donc merci de m'avoir guidée
et aider à exister malgré l'imminence de la mort. Merci de m'avoir protégée, merci de m'avoir procuré un sentiment de sécurité, de m'avoir accompagnée dans le respect de ma dignité. Je passe à un certain passage. Je vous ai sollicité, vous avez toujours répondu à mes demandes et à mes attentes. Vous m'avez informé à tout moment, écouté, rassuré, accompagné, même dans les moments les plus difficiles, toujours avec une extrême gentillesse, une constante bienveillance, une attention particulière. J'ai été soignée et accompagnée dans les conditions les plus respectueuses de la personne. Donc là, elle remercie un à un tous les professionnels, l'ergothérapeute, les infirmières, les aides-soignantes, la dame qui fait le ménage dans la chambre, enfin, elle remercie vraiment tout le monde. Et je comprends que mon accompagnement était éprouvant, une situation difficile professionnellement, humainement et émotionnellement, car l'affect rentre en ligne de compte. Cela a été parfois difficile de mettre de la distance entre nous afin de ne pas souffrir. La relation était au cœur de l'accompagnement si particulier et intime que représente ce chemin de fin de vie. Les soins palliatifs ne se résument pas à la fin de vie, mais quand je suis entrée en HAD, je n'avais aucune illusion. Je savais que je venais là pour attendre la fin, c'était inévitable. Mais au cours de mon séjour, ces instants passés auprès de vous ont été riches en rencontres, en émotions, en sentiments et surtout en confiance. Merci d'avoir trouvé les mots justes en toutes circonstances. Prenez soin de vous pour continuer à prendre soin des autres et j'espère qu'à ma prochaine entrée, on me déroulera le tapis rouge. Voilà. Donc, je voulais la remercier pour son témoignage. Oui. Un immense merci à vous pour ce témoignage qui continue de nous bouleverser. Vous montrez bien l'utilité de la pluridisciplinarité, la temporalité, à la fois vue du point de vue de votre équipe et puis de cette patiente, ces deux patientes infirmières atteintes de la sclérose latérale amyotrophique. Alors, dans un autre domaine, je vais inviter donc notre ergothérapeute à nous parler de l'adaptation des dispositifs médicaux. Merci pour ces présentations. Merci beaucoup pour la chance et l'honneur qui m'est donné d'intervenir surtout aujourd'hui pour ces universités d'été d'éthique dédiées aux dilemmes et aux choix des personnes malades et de leurs proches. Comme de nombreuses interventions depuis ces derniers jours, je vais vous faire replonger dans la vie du quotidien de certains établissements nommés EHPAD, qui sont faits d'occupations, de vie quotidienne, de choix et de dilemmes. Dans un second temps, je vous proposerai une discussion de l'histoire de vie d'une résidente que je vous apporterai sous l'angle des sciences de l'occupation et selon de multiples apports de la recherche. Mais promis, Federico, je respecterai le temps imparti. Pour préparer cette intervention, je me suis remémoré de ce que j'ai pu vivre, moi, en tant qu'ergothérapeute en EHPAD pendant 7 ans. Mais je me suis dit que pour autant, je devais avouer que je préférais vous apporter des histoires vécues par des résidents et des familles qui m'ont été évoquées par une étudiante en ergothérapie et qui m'a fortement marqué. Parce qu'elle correspond pleinement aussi à ce que nous évoquait Nolwenn avec la mise en place des dispositifs médicaux et ce qu'ils symbolisent. Nolwenn nous l'évoquait à l'instant, la temporalité des mises en place des dispositifs médicaux évoque à chaque fois un franchissement d'étape. Un franchissement d'étape qui symbolise aussi une survenue plus conséquente, plus stigmatisante d'une incapacité. Alors, ce qu'il faut voir aussi derrière tout ça, moi en tant qu'ergothérapeute, mon travail, c'est d'accompagner la promotion de l'autonomie et de l'indépendance au travers justement de la mise en place de ces dispositifs médicaux. Et comme aime le souligner Kevin Charras, j'aime voir aussi le positif là-dedans et la capacité, l'habileté qu'on peut rendre à ces personnes. Pour autant, ce qu'il faut voir, c'est que dans la situation que je vais vous apporter, dans de bon nombre de situations, la notion de l'écoute de l'autre, au cœur des thématiques, des dilemmes et des choix, est parfois mise de côté au profit d'un temps mécanique du soin. Ce temps compté ne rime plus alors avec un temps partagé et n'est plus en lien avec le respect des besoins de l'autre. Et c'est ainsi que s'installent des questionnements sur l'éthique du quotidien, si bien développés par Véronique Lefebvre-Desnouettes dans son livre « Alzheimer, l'éthique à l'écoute des petites perceptions ». Donc c'est dans ce décor qu'est née la première brève histoire de vie que je souhaite vous partager aujourd'hui. Alors,
en parallèle de mes missions au sein du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité, j'ai la chance aussi de travailler à l'IFPEC, qui est un institut de formation pour les kinésithérapeutes, les podologues et les ergothérapeutes. J'ai l'occasion de participer à la formation de ces étudiants et de les accompagner, notamment lorsqu'ils sont en stage et qu'ils ont des questionnements, à réfléchir ensemble, à décrypter un petit peu ce qui se passe, lors d'analyses réflexives de pratique notamment. Et en décembre dernier, un peu avant Noël, une étudiante me fait parvenir un mail dans lequel je sens une détresse indirectement déclarée concernant une situation qu'elle a rencontrée la veille. Alors dès ce moment-là, je prends contact avec elle pour que nous puissions échanger. Pauline, ça sera son prénom d'emprunt aujourd'hui. Elle est en stage dans un EHPAD depuis environ 2 mois. Elle accompagne quotidiennement une 50aine de résidents. Et ce matin-là, lorsque la situation se produit, il est 7 heures à sa montre. Elle se trouve avec sa tutrice de stage munie d'un fauteuil roulant face à la porte d'entrée d'un logement d'une résidente nommée Pascal. La veille, Pascal, habitante de l'EHPAD, ancienne juriste âgée de 80 ans, est tombée de son lit durant la nuit. Globalement, durant la journée, ses déplacements, certes lents, mais habituellement sécuritaires, sont, depuis sa chute de son lit, vus comme étant trop à risque par certains membres de l'équipe. Donc il est 7 heures du matin, Pauline accompagne sa tutrice pour la mise en place du fauteuil, tout juste réglé et individualisé en vue de sa mise en place. Pascal dort tranquillement derrière sa porte et se réveille brutalement à l'arrivée de 2 professionnels entrés fraîchement dans sa chambre sans attendre son réveil, sans avoir pris la peine de frapper avant d'entrer. Pascal, ne sachant pas où elle se trouve à son éveil, entend quelqu'un lui indiquer qu'elle n'a plus le droit de marcher et qu'elle doit dorénavant exclusivement se déplacer à l'aide de son fauteuil roulant. Pascal fond en larmes. Pauline ne sait pas quoi faire. Sa tutrice a déjà tourné les talons et s'en est allée en promettant à la résidente de revenir ultérieurement afin de mettre un coussin d'assise pour davantage de confort. Confort relatif, bien évidemment. Donc face à la détresse de Pascal, Pauline ne peut pas s'empêcher de prendre du temps avec cette résidente plutôt que de suivre celle qui validera ou non son stage. Les paroles de Pascal sont claires. « Mais où suis-je ? Et vous, vous êtes qui ?» C'est les mots qui retentissent à de multiples reprises dans son logement. Après plusieurs instants et des mots rassurants, Pauline arrive à entrer en communication avec Pascal. À ce moment-là, c'est de nouvelles questions qui surviennent encore. Pour qui est ce fauteuil ? C'est pour mon mari ? Je n'en ai pas besoin, moi. Je marche très bien. Mais d'ailleurs, il est où, Henri ? Parce que oui, il y a 15 ans, Pascal a accompagné son mari, Henri, à la suite d'un AVC. Faute d'un domicile adapté et de modifications impossibles de celui-ci à l'utilisation du fauteuil qui lui était recommandé, Henri avait pris une chambre en institution et recevait quotidiennement la visite de sa femme, Pascal. Depuis, Henri s'en est allé. Après un énième épisode d'AVC, il y a maintenant 5 ans. Mais il est toujours aussi présent dans les pensées de celle qu'il a aimée, qu'il aime toujours aujourd'hui, et qui le recherche continuellement. Alors Pascal, à ce moment-là, redit « C'est à cause de ce fauteuil qu'Henri est décédé et que j'étais loin de lui. » Ce fauteuil-là, il a un symbole pour Pascal. Pauline, elle prend le temps d'échanger et décide finalement de sortir ce fauteuil de la chambre, de le mettre dans le couloir, et s'en va retrouver sa tutrice. Donc ce fauteuil qui hantait initialement Pascal, maintenant il hante aussi Pauline. Donc ce symbole de la capacité à effectuer des mobilisations, il devient tout autre dans la tête de Pauline. Et sur le chemin, elle se remémore ces 10 dernières minutes d'échange avec Pascal, où elle a tenté de la rassurer. Et pour ne pas oublier de communiquer tout ça à sa référente, elle se fait une liste très précise de tout ce qu'elle a à lui raconter. Puis la seule réponse que Pauline a pu avoir de sa tutrice à la suite de ses retours furent que dans tous les cas, ouvrez les guillemets, Pascal va oublier tout cela d'ici peu parce qu'elle est incapable de savoir que son mari est mort. Donc déjà, il y a en conséquence plus la capacité de décider si elle a besoin d'un fauteuil ou non. Et puis dans tous les cas, elle met trop de temps à venir à table, donc on a besoin qu'elle soit en fauteuil. À partir de cette courte présentation, nous pourrions déjà prendre le temps afin de progresser sur le cheminement proposé par Fabrice Gzil hier, afin d'identifier le ou les problèmes éthiques. En tout état de cause, à titre personnel,
Ce qui m'a frappé, entre autres, dans cette situation, à la lecture de ce mail puis aux échanges avec Pauline, ce sont les abyssales pensées qui ont dû traverser Pascal tout juste réveillé ce matin-là. Cet instant où on lui demandait simultanément de se rappeler qui elle était, où elle se trouvait, de ce qu'elle avait besoin ici et maintenant, et de ce qui lui était imposé pour les jours et les années à venir. Donc nous pouvons en l'état déjà identifier aussi une forme de présomption d'incompétence, comme nous le présentait si bien Geneviève Demour jeudi soir et qui a pu être réévoqué hier dans la journée. Parce que oui, Pascal a une maladie neuroévolutive nommée Alzheimer, et que depuis que ce mot a été employé, elle est jugée par certains comme n'ayant plus la capacité de faire des choix par elle-même et pour elle-même, concernant des petites choses de sa vie quotidienne que Françoise Héritier définirait comme étant le sel de la vie. Ainsi, dans cette situation, Pascal est privée de la possibilité de participer autant que faire se peut aux questionnements qui s'imposent à elle et aux personnes qui l'entourent. Elle est privée d'agir de manière autonome et en toute indépendance. Alors, Edgar Morin nous rappelle aussi que chaque personne est unique mais aussi plurielle. Et en effet, avant d'être une personne atteinte de maladie, Pascal est une personne à part entière qui vit encore chaque jour de multiples occupations, malgré des perceptions du temps parfois altérées. Donc à ces multiples constats et interrogations effectuées sur cette situation de vie rapportée, j'aimerais aussi vous faire part de travaux qui ont été effectués par une excellente étudiante l'année passée au sein du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité, une étudiante qui s'appelle Emma Gérard. Lors de son mémoire, Emma Gérard, elle l'a soutenue en juin dernier. Elle a pu nous partager en fait ce qu'elle a recueilli comme témoignage dans différents EHPAD, dans 4 services plus exactement, où elle s'est intéressée à savoir comment est-ce que les résidents d'EHPAD étaient vus, perçus par des professionnels qui les accompagnent. Donc pendant plusieurs jours, elle a participé à la vie de 4 équipes soignantes distinctes, en secteur de vie adapté pour les personnes accompagnées pour les maladies neuroévolutives et dans des secteurs plus polyvalents. Et ce qu'elle a pu identifier, c'est que dans plus de 60% des cas, quand elle posait simplement la question « qui est-ce qu'on va accompagner ?», le premier élément qui était apporté pour parler de quelqu'un était soit lié à sa pathologie, soit à ses incapacités, dans 60% des cas. Et puis à côté de ça, dans 20% des cas seulement, on parlait des personnes en se focalisant dès les premiers instants à rapporter certaines de leurs habitudes de vie quotidienne ou de leur histoire de vie. Donc cette identification préférentielle d'une personne selon sa maladie qu'elle porte ou selon ses incapacités souligne une image réductrice dont les conséquences sont soulignées notamment dans les écrits de Kevin Charras sur les notions d'habileté et ceux de Fabrice Gzil sur les multiples facettes de l'autonomie. Enfin, si je reprends les nombreux échanges et multiples apports de ces derniers jours, et je remercie les personnes avec qui j'ai pu beaucoup discuter, notamment Simone hier soir, j'aimerais questionner avec vous en fait ce que peut représenter la mise en place d'un dispositif médical dans un contexte en fait où la personne n'est jamais seule, où on a des acteurs professionnels, on a des acteurs, des aidants qui sont toujours là, et où les dispositifs médicaux sont trop souvent mis en place sans avoir un questionnement réellement holistique, voire même éthique. Donc hier, lors de l'atelier sur les innovations qui a pu être réalisé, nous avons justement questionné les objectifs de ces dernières innovations et le caractère hautement personnel de l'acceptabilité d'entre elles. Dans la situation de Pascal, au-delà de l'heure très matinale de sa mise en place, l'objectif d'introduction du fauteuil roulant dans la vie quotidienne de la résidente me semble davantage en lien avec un bénéfice ressenti pour les professionnels que la résidente. Ce qui met l'accent sur un rôle aussi du fauteuil qui ne devient donc plus un outil garantissant la possibilité de se mobiliser, comme je vous le disais, mais comme l'a très bien souligné Madame de Leynière, et que maintenant, en fait, il est davantage une modalité de déplacement synonyme d'efficience pour les soignants et de dépendance pour Pascal. Donc la temporalité est bien différente. Elle se dessine entre l'accompagnement proposé à Pascal et ses besoins. Il y a une réelle injonction paradoxale. Cette situation ne peut qu'interpeller et questionner sur le droit au risque, la liberté d'aller et venir, comme celle de choisir. En ergothérapie, dans les sciences de l'occupation, on adore avoir de multiples concepts afin de parler de la vie quotidienne. L'un de nos concepts majeurs réside dans l'équilibre occupationnel, qui correspond à la satisfaction qu'une personne a de son quotidien et l'accès qu'elle a aux activités qui font sens pour elle. Normalement, c'est initialement dans l'intention de favoriser l'accès à ces occupations
que nous intervenons et que nous sommes susceptibles de mettre en place des dispositifs médicaux, tels que le fauteuil roulant précédemment évoqué. Cette mise en place d'outils ne peut être décorrélée du contexte de soins et de vie dans lequel la personne est quotidiennement, mais aussi de ses envies et de son histoire. Pour autant, ce que je vois aussi dans la situation de Pascal, c'est toute la complexité de la situation où l'utilisation d'un dispositif est imposée à quelqu'un sans tenir compte de ses conséquences et retentissements potentiels, sans savoir exactement la signifiance que cet objet a pour elle. D'autre part, la notion de temporalité interpelle aussi. Là où l'acceptation potentielle d'un tel outil prend du temps et marque autant de stigmatisation et de nouvelles étapes dans une vie, l'entrée fracassante et matinale du fauteuil roulant dans la vie de Pascal l'a fait basculer dans un monde où elle ne pourra plus se déplacer sans l'aide d'un tiers. À titre personnel, quand je pense à cette situation et plus particulièrement au contexte de mise en place du fauteuil roulant, je ne peux que me remémorer aussi les travaux que nous menons actuellement au Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité, sous la direction de Kevin Charras, où nous nous intéressons à l'évaluation et au déploiement d'innovations dans le contexte médico-social. À l'initiative de notre directeur, nous avons initié des réflexions et une méthodologie de recherche focalisée sur les influences d'un outil, d'une innovation, sur 3 grands domaines: sur l'autonomie des personnes, sur leur qualité de vie et sur leur santé. Alors, volontairement, je n'irai pas questionner ces 3 domaines-là dans la situation de Pascal, je vous laisserai le faire bien évidemment vous. Mais nos réflexions nous ont vraiment conduit à nous questionner aussi sur ce qu'on appelle en ergothérapie les co-occupations. C'est les temps partagés. Cette temporalité où, lors d'un soin, un soignant et un résident vont partager ce temps-là, et c'est un temps qui doit être justement, et on en a beaucoup parlé lors des universités d'automne l'année passée, qui doit être commun, qui doit être partagé, où on doit avoir une danse qui s'installe, en fait, si je me permets de reprendre la métaphore qu'on avait l'année passée avec la valse. Donc, au regard de la situation de Pascal et de l'ensemble des situations comparables vécues par d'autres bénéficiaires lors de la mise en place de dispositifs médicaux, nous pourrions pleinement imaginer, questionner ces mêmes domaines systématiquement lors de nos pratiques, et j'espère que c'est le cas le plus fréquemment possible, mais aussi lors de recherches scientifiques. Enfin, pour terminer mon propos, j'aimerais du coup reprendre avec vous des éléments qui me sont chers, notamment, et j'en parlais juste en introduction avec Thibaut tout à l'heure, la métaphore du sablier. Le sablier, pour moi, en fait, qui représente pleinement, en fait, ce qui peut être un questionnement éthique, ce qui peut être aussi l'accompagnement qu'on a avec les résidents en EHPAD. D'une part, parce qu'on va toujours partir du global pour aller au spécifique, vraisemblablement, et ensuite, on essaiera d'ouvrir vers de nouvelles perspectives, vers de nouveaux projets de vie. Et enfin, le sablier, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il incarne la temporalité, le temps partagé et le temps compté, bien évidemment aussi. Et dans un contexte tel que nous l'a évoqué Nolwenn de SLA, on sait ô combien ce temps compté est important. J'aimerais aussi vous partager un ouvrage de Luc Perrineau. Luc Perrineau a écrit un livre qui s'appelle Patient Zéro et qui remet en lumière en fait ces personnes qui étaient bénéficiaires de différentes maladies et qui ont permis justement d'isoler et de créer en fait de nouvelles connaissances scientifiques. Et il remet en fait non pas la lumière sur le chercheur, sur le médecin à l'origine de la découverte, mais sur le patient, sur la personne qui était porteuse de la maladie. Et je trouve ce regard très intéressant et important à préserver. Et enfin, j'aimerais aussi vous proposer une citation de Edgar Morin. C'est toujours ce qui est clair qui reste dans l'ombre. Et là, je vais vous partager davantage un raisonnement personnel qui est que je pense très sincèrement que j'ai eu 3 belles années d'études au sein de l'IFPEC à Rennes. J'ai pu exercer pendant 7 ans au sein des établissements et je pense que c'est vraiment lors de ces temps-là que j'ai davantage appris, que j'ai davantage développé des connaissances que je peux maintenant davantage explorer au travers de ma thèse, mais aussi transmettre à mes différents étudiants, et que ces connaissances-là, elles sont issues en fait des personnes que j'ai accompagnées et aussi des professionnels avec qui j'ai pu travailler. Et on met trop peu en lumière en fait ces personnes-là au quotidien, qui sont créatrices de savoir et qui sont créatrices à mon avis, des plus belles innovations que nous aurons à mettre en place demain. Voilà.
Merci infiniment à Jérémy Hénez. On a bien compris la métaphore du sablier, le temps qui file, mais vous avez été impeccable. Vous avez respecté votre temps en nous donnant un temps à réflexion et matière à réflexion. Alors, le temps compté, le temps des équipes, le temps partagé, le temps, la temporalité, Fabrice l'a très bien expliqué, des malades d'Alzheimer qui présentifient leur passé. C'est de tout cela dont nous allons discuter tout à l'heure, parce que je veux réserver un long moment de partage avec vous. Et je vais tout de suite donner la parole à vous, Claire, et vous allez, dans le concret, nous expliquer comment est-ce qu'on peut mettre en place une mesure de protection juridique. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, merci beaucoup aux organisateurs de l'Université d'été de m'avoir permis d'être associée à ces journées et puis surtout d'intervenir dans cette belle thématique qui est le partage des choix et de quelle manière nous pouvons les assumer ensemble. Et donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je suis heureuse de pouvoir aborder avec vous 2 activités en fait sur lesquelles j'ai pu travailler, qui me semblent, et en tout cas semblent aller aussi de pair avec les interventions qui ont pu avoir lieu jusqu'alors sur à la fois la réflexion éthique auprès des professionnels intervenant dans le secteur social et médico-social et donc auprès des malades de maladies neuroévolutives, mais également auprès de personnes qui sont sous mesure de protection juridique. C'est vraiment 2 thématiques qui me tiennent à cœur et je suis vraiment très heureuse de pouvoir les aborder avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, moi je travaille à l'URIOPS et dans le cadre de mes missions, je viens vraiment en soutien, j'essaye des établissements et services intervenant sur le secteur des solidarités, donc dans le grand âge, la lutte contre les exclusions, le champ du handicap, ou bien la protection de l'enfance. Et il est apparu, depuis très longtemps, c'est pas moi qui l'ai évidemment qui en ai fait le constat, mais que ces professionnels, pour venir en aide de ces personnes vulnérables, pouvaient se retrouver parfois en difficulté justement face à des dilemmes, alors notamment autour de la question du choix, mais pas que, en tout cas face à des dilemmes qui pouvaient mettre en difficulté leurs interventions auprès de ces personnes vulnérables. Et il semblait en fait que la démarche éthique pouvait leur venir en appui autour de ces dilemmes rencontrés. Et à ce titre, je fais une petite parenthèse pour remercier aussi l'espace éthique PACA Écorce qui a pu venir en appui des outils qu'on a pu leur mettre à disposition. Et dans le cadre de ces outils, justement, j'ai eu la chance depuis maintenant 3 ans de pouvoir co-animer des ateliers d'éthique appliquée pour ces professionnels venant de l'ensemble de ces services et établissements du champ des solidarités afin de pouvoir un petit peu les outiller, de venir les écouter et de venir aussi comprendre les dilemmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien parce qu'au final, c'est vrai qu'on peut avoir une idée de ce que c'est d'accompagner des personnes vulnérables au quotidien, quels sont leurs dilemmes à eux, mais quels sont les dilemmes donc aussi bien des personnes malades, des professionnels et les dilemmes des proches aidants. Et c'est au cours de ces ateliers qu'on a pu un petit peu toucher du doigt quelque part ces difficultés rencontrées. Et au cours de cette 3e année maintenant d'ateliers d'éthique appliquée, on a pu identifier des facteurs qui peuvent venir complexifier les interventions de ces professionnels auprès de ces personnes vulnérables et surtout comment est-ce que ces personnes en difficulté, donc vulnérables que ce soit par la maladie, le contexte social, le contexte familial, peuvent être parfois mises en difficulté dans un écosystème qui est multiple en fait. Et donc un des facteurs que nous avons pu identifier avec Perrine, c'est vraiment la multiplicité des acteurs, puisque autour d'une personne qui a besoin de soutien ou d'aide pour acquérir son autonomie ou être indépendante dans son quotidien, il peut y avoir un écosystème très large qui va de la personne éventuellement elle-même qui est au centre de tout ce qu'elle décide pour elle, mais son écosystème familial, son écosystème professionnel composé de différents acteurs. Il peut y avoir aussi l'écosystème composé des pouvoirs publics qui interviennent autour. Et parfois, cet enchevêtrement peut créer des difficultés et générer des situations complexes
qui peuvent justement mettre en exergue le choix finalement. Quel va être le choix? Donc ça a été dit tout à l'heure, hein, la solution la moins mauvaise, le choix peut-être le plus juste malgré le contexte. Et donc c'est par rapport à ce facteur-là que je voulais vous parler d'une situation qui nous avait beaucoup marqué parce qu'elle avait fait naître une discussion extrêmement riche, assez clivée, même si c'était dans le respect de l'échange et de la discussion autour de l'éthique appliquée. Et il s'agissait en fait de l'histoire de Mélanie. Donc Mélanie qui était, qui est, hein, parce qu'elle est toujours parmi nous, une jeune femme qui porteuse de trisomie 21, qui avait vécu avec ses parents toute sa vie. Et sa maman s'occupait d'elle particulièrement. Sauf qu'au bout d'un certain nombre d'années, sa maman est tombée malade et parallèlement, son papa avait déclenché une maladie d'Alzheimer. Et donc, dans ce contexte un peu complexe, la maman était donc l'aidante à la fois de Mélanie et à la fois donc, du papa qui avait déclenché cette maladie. La maman est décédée malheureusement puisque c'était une maladie incurable et Mélanie s'est retrouvée à ne plus pouvoir rester à son domicile et vivre chez elle puisque son papa n'était malheureusement pas en capacité de prendre soin d'elle puisqu'il ne pouvait pas non plus prendre soin de lui. Donc le papa est entré en EHPAD et Mélanie est entrée en foyer de vie. Donc pour Mélanie, ça a été un déchirement total et elle a décompensé psychologiquement avec même un passage à l'acte donc, qui l'a mis dans une situation de détresse et d'extrême vulnérabilité. Heureusement, elle a pu être accompagnée, elle a pu retrouver donc une certaine forme de sérénité. Et lorsque cet équilibre a été à peu près retrouvé, il s'est avéré que son papa est décédé. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais ça faisait déjà quelques temps qu'elle n'était plus en lien avec son papa. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi, puisque le professionnel qui nous avait remonté cette situation n'avait pas su nous le dire. En revanche, la question clivante qui a eu lieu a été le choix de dire ou de ne pas dire l'annonce en fait du décès du papa à Mélanie, avec une équipe qui était complètement clivée. Mélanie étant sous mesure de protection juridique, donc elle était sous tutelle, et la tutrice avait pris la décision, souhaitait ne pas annoncer à Mélanie que son papa était décédé. Et d'un autre côté, donc l'équipe qui l'accompagnait dans le foyer de vie, elle était tout à fait choquée par cette prise de position, puisque pour ces professionnels qui composaient donc l'écosystème autour du foyer de vie de Mélanie, ne pas annoncer à Mélanie le décès de son papa était donc retenir une information et surtout donc, qui la concernait, qui concernait sa vie, et quelque part ne pas respecter ses droits fondamentaux. Donc, c'est vrai que j'imagine qu'on a tous instinctivement un avis sur la question. En tout cas, là, l'idée n'est pas de se dire quelle est la bonne ou la mauvaise solution, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Dans tous les cas, les deux parties, en quelque sorte, avaient des arguments de toute façon très pertinents et ils étaient, dans tous les cas, les uns et les autres, orientés sur le bien-être de Mélanie. La question était plutôt, finalement, le choix. Qui porte ce choix? Qui va l'assumer? Et c'est vrai que dans l'état dans la manière dont la situation avait été portée, il semblait que tous les yeux étaient tournés vers la tutrice. Même si le choix qu'elle avait fait, en tout cas sa position, était remise en question, les yeux se tournaient vers la tutrice, puisque finalement, il semblait convenu que ce soit la tutrice qui ait la décision finale. Alors, bon, je n'aurais pas la prétention de pouvoir faire une analyse éthique comme l'a fait Fabrice Ziel hier, mais on peut se questionner déjà dans un premier temps de se dire peut-être, et ça a été aussi l'analyse qu'on a pu en faire dans cet atelier, quel était le choix de Mélanie, ou en tout cas, qu'est-ce qu'elle aurait pu en dire à un moment donné. Là, je n'ai pas la question, j'ai pas la réponse, pardon, et puis je n'irai pas plus loin là-dessus. J'aimerais juste, en fait, pour continuer mon échange en entonnoir avec vous, pouvoir se questionner justement sur cette place de la tutrice dans la vie de Mélanie, donc qui était une place essentielle. Et en fait, peut-être faire un pas de côté sur la place et les difficultés que peuvent avoir rencontrées les personnes sous mesure de protection juridique dans leur vie quotidienne. Et donc, je vous ai parlé de mes missions à l'URIOF, donc entre autres plein de choses, mais notamment cette démarche éthique que j'ai la chance de pouvoir porter en lien étroit avec l'espace éthique PACA-Écorce. Et j'ai aussi la chance immense, parce que vraiment pour moi c'est un honneur de pouvoir en parler aujourd'hui, d'animer le groupe Envol, donc Envol qui est un groupe de participation pour les personnes majeures protégées. Envol signifie expression, non-jugement, valorisation,
Oser dire et liberté. Ce groupe, je le co-anime avec ma collègue Emmanuelle Ozina, qui est dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure. Et aujourd'hui, alors c'est un groupe de participation, donc je ne vais pas en parler pour moi, je vais en parler, si vous me permettez, au nom de Christian, Stéphane, Adrien, Angélina, Frédéric, Stéphanie, Sabine et Joël, puisque c'est eux qui portent ce groupe, qui le font vivre. Ce sont les membres du comité de pilotage. Et si vous le permettez, je voudrais vous faire remonter en fait les difficultés que eux rencontrent et qu'ils expriment dans ce groupe, puisque ce groupe a vocation d'une part à émettre des constats et autour des difficultés, ou en tout cas sans que ce soit des difficultés, mais la manière dont eux vivent leurs mesures de protection juridique, que ce soit une habilitation familiale, une tutelle, une curatelle, une sauvegarde de justice. Mais aussi, ce groupe a vocation ensuite à émettre des recommandations qui ont pour objectif d'être d'abord diffusées largement et remonter également auprès des pouvoirs publics, l'idée c'est vraiment qu'ils puissent être quelque part... qu'ils puissent prendre part entièrement à leur vie et également à leurs mesures. Donc, si vous me permettez, je voudrais vous faire part donc, de ces quelques remontées de manière assez synthétique et non exhaustive. Peut-être que vous les partagerez et ce sera l'occasion à la fin d'échanger avec vous. Dans un premier temps, il y a une méconnaissance globale et assez généralisée des droits des personnes avec une mesure de protection juridique. Alors, il est vrai que les droits sont assez complexes parfois, puisqu'ils vont dépendre de la forme de la mesure, qu'on soit sous tutelle renforcée, curatelle renforcée, habilitation familiale. C'est vrai qu'on peut s'y perdre un petit peu, mais les personnes concernées sont les premières à ne pas forcément connaître leurs droits. Et lorsque ces personnes ne connaissent pas leurs droits, elles ne peuvent pas être autodéterminées, en fait, et les faire appliquer. Et ça peut générer parfois des situations qui les laissent un petit peu sur le côté et qui les rend invisibles de la société. Donc certaines, par exemple, ne savent pas qu'elles ont le droit de voter. Comment est-ce qu'elles peuvent voter ? Certaines ne savent pas qu'elles ont le droit, même en étant sous tutelle, de choisir leur médecin. Certaines ne savent pas non plus qu'elles peuvent, même quand elles sont sous tutelle et qu'elles sont représentées pour les actes de la gestion financière, malgré tout avoir des informations sur leur banque. Et lorsque finalement ces droits sont méconnus, on peut s'attendre, et c'est ce qui se passe malheureusement souvent, à ce que ces droits soient ignorés et pas respectés. Ignorés parfois par simple méconnaissance, je ne veux surtout pas dire qu'il y a une volonté à ne pas respecter ces droits-là, mais parfois cette méconnaissance peut entraîner des situations où les personnes n'ont pas leurs droits respectés parce qu'elles ne le savent pas, parce que l'écosystème autour ne le sait pas. Et c'est vrai que nous, le groupe s'attache justement à faire reconnaître ces droits. Et donc, lorsqu'on travaille avec ce groupe, Emmanuelle et moi, donc dans un premier temps, on leur fait un petit topo, on leur rappelle quels sont leurs droits sur la thématique qu'on a décidé de travailler, donc que les membres du groupe ont envie de travailler. Et par exemple, donc, quand on a travaillé l'accès à la santé, on avait fait un petit rappel sur les droits en fonction des différentes mesures. Et pour vous donner une illustration, donc Stéphane, qui est un membre du groupe depuis presque sa naissance, quand il a appris qu'il avait le droit de choisir en fait et de signer n'importe quel document, il s'est retrouvé dans une situation très peu de temps après où il devait signer une autorisation de faire des tests génétiques dans le cadre de son suivi médical. Et le médecin a exigé, parce que Stéphane est sous curatelle, a exigé que ce soit le curateur qui signe l'autorisation donc de réaliser ces tests génétiques. Et Stéphane, en fait, justement, ayant eu la connaissance, ou du moins le rappel, que lui avait le choix de pouvoir signer ou de pouvoir autoriser ou refuser, il s'est imposé et il a tapé du poing sur la table au médecin en disant « Non, j'ai le droit de choisir, c'est à moi de signer ». Et le médecin, donc en ayant le rappel de ce pouvoir qu'avait Stéphane de signer ce document, s'est incliné, l'a respecté, il n'y a eu aucun souci. Et la fierté dans les yeux de Stéphane, quand il nous l'a raconté, on était tous bouleversés. Un autre point également qu'on a tendance à oublier également lorsqu'on pense ou qu'on s'adresse à des personnes sous mesure de protection juridique, c'est que ce sont des personnes vulnérables. Parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'une mesure de protection est actée, lorsqu'une mesure de protection est mise sur une personne, c'est qu'elle est vulnérable et qu'elle peut être à un moment donné dans l'incapacité, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas en difficulté
pour se protéger elles-mêmes. Et souvent, ce sont des personnes qui cumulent plusieurs vulnérabilités. Et pour, pareil, illustrer un petit peu cette double vulnérabilité qu'on a oubliée parfois, j'ai travaillé, on a fait une réunion l'année dernière à laquelle Armelle Saint-Pierre de l'Espace Éthique avait participé, sur laquelle on avait voulu aborder avec ces personnes la question des maltraitances. Et moi, j'ai foncé la tête dans le guidon en pensant maltraitance institutionnelle, maltraitance structurelle. Et en fait, lorsque les personnes se sont exprimées, elles ont évoqué en premier les maltraitances intrafamiliales et on a eu des récits de vie extrêmement bouleversants. Et en fait, ça a été vraiment une claque pour se rappeler que lorsque ces personnes sont sous mesure de protection, c'est qu'elles ont de multiples vulnérabilités et qu'elles peuvent se retrouver en situation de handicap vieillissante, en situation de précarité ou en situation familiale compliquée et en situation de troubles cognitifs, puisqu'on est aujourd'hui pour parler des maladies neuroévolutives. Et c'est vrai que cette double vulnérabilité doit nous imposer aussi d'avoir un regard doublement plus bienveillant et surtout pas condescendant vis-à-vis de ces personnes-là. Un autre point également qui est remonté, alors peut-être le plus fréquemment, c'est la difficulté pour ces personnes de pouvoir finalement exercer leur vie quotidienne dans des temps qui, à nous, sembleraient tout à fait cohérents. C'est vrai que je ne veux surtout pas incriminer les mandataires parce qu'eux-mêmes sont en grande difficulté. Il faut savoir que les mandataires suivent à peu près en moyenne, je ne veux pas dire de bêtises, une 60aine de dossiers, sachant que derrière un dossier, il y a une personne, ils en sont conscients évidemment, hein, et donc que le temps est très limité et qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent par rapport avec les moyens qu'on leur donne. Et du côté des mandataires, c'est tout à fait compréhensible, mais lorsqu'on se place du côté de la personne, on peut comprendre qu'il est extrêmement frustrant de se voir parfois soit refusé, soit finalement qu'on mette un temps infini à répondre à une demande. Enfin, imaginez 2 secondes que vous soyez face au besoin d'investir dans un projet qui vous tient à cœur, qu'il soit impératif ou pas, peu importe, c'est le choix de chacun, ou lorsque vous devez faire réparer votre véhicule, parce qu'il y a des personnes qui peuvent conduire aussi, et que malheureusement le mandataire, faute de temps et en tout cas freiné par les démarches administratives et financières qu'il doit faire, met un temps qui met un frein total à réaliser l'achat ou le projet qui vous tenait tant à cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui les frustre parce que, et c'est tout à fait normal, si le soutien, donc via la mesure de protection juridique, est essentiellement, sans être réducteur, financier et administratif, il n'empêche que même lorsqu'on entre dans ce cadre-là, ça reste un pan de nos vies. Enfin, moi, demain, si je veux acheter une maison, c'est administratif et financier, mais derrière, il y a quand même un projet de vie. Donc, pour ces personnes-là, c'est la même chose. Donc là, évidemment, c'est une problématique politique, mais c'était quand même indispensable à remonter. Un autre point, c'est la question également de l'habilitation familiale. Et là, je vais faire un pas de côté pour peut-être davantage parler des mandataires familiaux. Il y en a peut-être parmi vous. C'est vrai que je crois d'ailleurs que c'est une majorité des mesures de protection juridique. Souvent, c'est une chance aussi puisque ça permet à la personne protégée de pouvoir être toujours dans un lien de confiance avec un proche aidant. Mais ce qui est remonté aussi, c'est alors à la fois la difficulté pour ces proches aidants finalement qui cumulent toutes les casquettes, proche aidant, tuteur, enfin mandataire globalement, et ça peut être difficile pour eux finalement de cloisonner ces différentes parties de leur vie auprès de leurs proches, enfin en difficulté, vulnérables ou malades, et en même temps pour la personne qui est sous mesure de protection et qui est soutenue par ce proche, c'est vrai que parfois c'est extrêmement facilitant puisque en cas de difficulté financière, le mandataire familial va être un soutien. Mais c'est vrai que c'est peut-être un point de fragilité puisque ces mandataires familiaux justement peuvent s'épuiser rapidement et que en plus ils sont pas toujours formés. Alors il y a quand même des ressources à leur disposition, notamment l'ISTS, qui est le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Mais c'est vrai qu'ils peuvent se sentir isolés et c'est important de pouvoir les soutenir lorsque lorsqu'on a dans la possibilité, puisque en soutenant les tuteurs familiaux, on soutient également les majeurs protégés. Ensuite, au-delà d'une méconnaissance de leurs droits, je voulais juste faire une petite parenthèse sur une problématique qui est remontée, alors qu'elle n'est pas directement en lien avec les mesures de protection, mais c'est l'accessibilité des lieux et des informations.
C'est quelque chose qui est en permanence remonté dans les instances du groupe Envol, puisque forcément on est face à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qui cumulent parfois plusieurs déficiences, enfin situations de handicap, et on est, malgré la loi de 2005, on est quand même souvent confronté à cette inaccessibilité des lieux et aussi des informations, puisque le facile à lire et à comprendre, par exemple pour celles et ceux qui en auraient besoin, n'est pas toujours mis à disposition. Donc ça, c'est un point de vigilance aussi qu'on fait remonter régulièrement. Enfin, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de remontées peut-être un peu négatives, en tout cas de constats des difficultés. Ce que je tenais à dire quand même sur ce que les personnes du groupe Envol nous remontent, et j'ai été assez étonnée finalement de cette remontée, c'est que lorsque la mesure leur a été expliquée, lorsque la mesure dont ils bénéficient, donc que ce soit une curatelle, une tutelle ou autre, elle a été construite avec eux, avec elles et eux, c'est quelque chose qu'ils valorisent. On a un professionnel un jour qui est venu les interroger pour construire un guide et qui les a interrogés sur la genèse de cette mesure. Et la majorité, en fait, des personnes que je vous ai citées tout à l'heure ont dit que cette mesure, elle leur avait été proposée à un moment donné avec la conscience que c'était quelque chose qui venait les accompagner, les soutenir et vraiment les protéger. Et lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient le choix, est-ce qu'ils reviendraient sur cette mesure, tous ont répondu non, et qu'ils ne souhaitaient pas changer parce qu'ils se sentaient en sécurité. Et c'est vrai que la mesure est contrainte, ça peut être extrêmement violent, surtout au début, mais je souhaitais quand même mettre l'accent sur le fait que quand c'est fait avec, quand c'est vraiment une mesure qui est inclusive, alors c'est pas toujours possible, j'en ai bien conscience, il y a vraiment cette sensation de protection. Claire, donc les personnes qui participent à ce groupe... Claire, je suis désolée. J'arrête, c'est voilà. ça. Alors je vais juste conclure ma... sur une phrase. Bien je m'arrête. Merci. Pardon, je suis trop parlé. Moi qui pensais être plus courte que prévu. Donc je vous invite à aller voir la page du groupe. Vous y retrouvez toutes les informations. Et je voulais simplement, puisqu'on est sur la question du choix, terminer avec une citation d'une philosophe, Agatha Zielinski, qui est « Nos choix comme nos capacités sont relationnels, habités, plus ou moins consciemment par nos relations. Ce que nous décidons par nous-mêmes ne concerne pas que nous-mêmes. Le libre choix est toujours pris dans un jeu de relations. » Merci. Alors, merci beaucoup à vous et désolée de vous avoir interrompu. Vous êtes passionnée et passionnante. Mais je passe tout de suite la parole à Thibaut Azer, qui est donc professeur de bioéthique médicale et qui est aussi praticien hospitalier en cancérologie. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très heureux, très honoré d'être devant vous aujourd'hui. Je suis très content d'être pour la première fois à Marseille, ce qui me renvoie à mes enfants pour leur amour de la musique urbaine. Et ce qui me renvoie à l'enfant que j'étais pour une autre épopée marseillaise, celle des Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, etc. Voilà, je suis du coup très, très touché d'être là. Alors au moment où on évoque le partage des choix, du fait de les assumer ensemble, il semblait intéressant de pouvoir aborder un autre champ de la pratique médicale qui est celui de l'oncologie. Et si les choix et les dilemmes ne sont pas tout à fait comparables en termes d'intensité, de nature, de dimension, il y a quand même des similarités qu'on va essayer des similitudes qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je ne vais pas aborder du tout la question de la fin de vie pour cette autre maladie évolutive qui est le cancer. Je vais aborder au contraire le tout début de la maladie, c'est-à-dire la décision thérapeutique et le partage du choix de ce traitement pour les patients atteints de cancer de la prostate localisé. Donc, je m'appelle Thibaut Azer, moi je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux en oncologie radiothérapie et spécialisé dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de cancer de la prostate. Dans de nombreuses situations, les connaissances scientifiques démontrent que pour une même pathologie cancéreuse, plusieurs traitements vont être aussi efficaces, en particulier la chirurgie avec l'exérèse de la prostate et un curage ganglionnaire, et la radiothérapie externe avec plus ou moins une hormonothérapie associée. Chacun de ces traitements a une visée curative avec un taux de succès extrêmement élevé, jusqu'à 96% à 5 ans. En revanche, chacun de ces traitements va s'accompagner de contraintes, de risques médicaux, d'incidences personnelles, professionnelles différentes. Dans ces conditions, la perception des personnes quant au traitement et les risques encourus prend une place prépondérante, car si la médecine ne peut définir la meilleure stratégie sur la base de l'efficacité, il ne serait pas acceptable qu'elle s'octroie le pouvoir d'imposer arbitrairement un traitement quand plusieurs options sont disponibles. C'est dans ce cadre que le concept de la décision partagée a été créé dans les années 90, ambitionnant d'associer activement la personne soignée à la décision thérapeutique le concernant, sur la base d'un échange bilatéral qu'on dit équilibré, sur la base aussi d'aide à la décision, d'aide de support, et avec pour objectif une décision consensuelle. C'est ça qui est important, c'est consensuel entre soignés et soignants.
On a l'habitude de dire généralement que la décision partagée va au-delà du consentement. Le consentement propose quelque chose et la personne se positionne oui, non. Et bien là, il s'agit avec la décision partagée de décider que faire directement. Ainsi, la décision partagée permet de proposer des modalités pratiques pour ce changement radical dans le positionnement médical, dans la relation aussi entre soignés et soignants. De nombreux articles conceptuels, des recherches quantiques, qualitatives ont été publiés, notamment dans le cadre du cancer de la prostate. Mais la présente intervention vise plutôt une approche éthique, donc pratique du partage de la décision, avec finalement une question qui reste centrale. Quelle place, quel rôle les soignants peuvent-ils, doivent-ils prendre dans le partage de décision quand ce choix décisif va survenir au cours du parcours de soins? C'est donc la description d'une interpellation éthique que je souhaite vous présenter. L'éthique qui sera entendue comme 3 dimensions complémentaires. D'abord, la formulation du dilemme autour du partage de la décision, puis la manière concrète de procéder à ce partage, et enfin, cet effet de retour, cher à Michel Foucault, sur les personnes impliquées, et notamment ce que cela vient interroger chez le sujet soignant. Le premier temps de la réflexion éthique doit interroger la pertinence de partager ou non la décision avec les personnes soignées. Et très rapidement, 2 pôles argumentaires assez facilement, justifiant 2 positionnements opposés, vont émerger. Un premier positionnement serait celui de la préservation, de la protection de la personne malade et pour lequel le partage de décision semble problématique. Il se base sur la reconnaissance d'une maîtrise, d'une connaissance, c'est l'expertise du côté du médecin, expertise basée aussi sur l'expérience du médecin et de l'ensemble des situations dont elle ou il a pu être témoin. Cette hypothèse de ne pas partager se fonde aussi sur la reconnaissance du devoir de ne pas rajouter à l'épreuve du cancer l'épreuve de devoir choisir. La bonne action est alors de répondre à la détresse secondaire à l'annonce, de répondre aussi à un sentiment de vulnérabilité accrue par le soulagement de la décision, de ce poids de décider, permettant aussi dans le même temps de réactiver un certain nombre de schémas qui peuvent être rassurants, parfois attendus, certes très anciens, mais parfois attendus d'un médecin qui va proposer, assumer et accompagner. Il s'agit aussi d'entendre ici le risque réel de regret dans un contexte particulier avec une longue espérance de vie pour ces patients, des effets secondaires, des traitements touchant à l'intimité, la sexualité, l'émiction, etc. Et ce regret est d'autant plus possible qu'avec l'implication dans le choix, c'est aussi une forme de responsabilité qui peut être éprouvée. Cependant, il faut aussi entendre que ces arguments soutiennent un positionnement d'influence, on dira de pouvoir, fondement du paternalisme et de l'autorité médicale. Donc en face, on a un second positionnement, celui qui s'orienterait plutôt vers la reconnaissance de l'autre comme capable d'exprimer des préférences, de déterminer son propre bien, positionnement médical sensible à la promotion de l'autonomie des personnes qui restent les plus à même de définir leur propre bien, ou plutôt ici, je dirais, leur moindre mal. Ici, on s'inscrit dans le sens du mouvement de notre société, fruit de nombreuses luttes d'associations d'usagers et de patients, notamment, mais pas exclusivement dans le domaine de l'oncologie. C'est un positionnement qui encourage au maintien d'une certaine possibilité, ou capacité d'agir à l'occasion d'un épisode de vie qui, justement, impose une forme de passivité. Cependant, un tel parti pris, poussé jusqu'au bout, pourrait aussi générer une forme d'injonction à l'autonomie dont le patient devrait impérativement faire preuve dès l'entrée de la maladie et rentrer finalement dans le costume du patient décideur, actif, autonome, bref, le bon patient. En miroir, il existe aussi un risque pour les soignants, celui d'une forme de désengagement moral face à un patient qui aura décidé, et je dirais même la réduction du soin, une forme de prestation technique face à une demande dont la légitimité ne pourrait plus être discutée. Alors on a 2 options, chacune avec ses justifications, chacune aussi ses imperfections, son caractère insatisfaisant en raison de risques bien réels. Elles vont s'exclure l'une l'autre et exclure les principes qui les sous-tendent, et c'est donc bien une interrogation éthique. Alors certes, cette analyse est binaire, elle est scolaire, et certes, la pratique du soin actuel nous amène à proposer le partage de décisions. Pour autant, cette analyse est nécessaire, d'autant que chaque consultation est l'occasion d'une réactualisation de ce dilemme en raison de facteurs biographiques, médicaux, sociaux, représentationnels différents. La pratique nous a fait saisir finalement comme un conflit éthique vieux comme Hérode, on est quand même en train de parler de l'autonomie et de la non-malfaisance, et bien trouve en chaque situation clinique l'occasion d'être renouvelée à chacune de ces rencontres. La réflexion éthique se doit aussi dépasser la seule analyse du dilemme. La manière concrète de déployer le partage doit être pensée et entendue comme manière de faire. L'éthique nous impose de réfléchir aux repères pratiques. Donc concrètement, il nous a paru tout d'abord important d'annoncer, d'expliquer aux personnes accueillies en consultation ce que c'était.
Cette démarche d'information est d'autant plus importante qu'elle marque le début de la consultation et donc de la relation soigné-soignant. Et 5 points nous ont semblé essentiels à annoncer. Tout d'abord, dire pourquoi la décision partagée se justifie dans leur situation singulière et rappeler que si la décision est partagée, c'est que l'on considère qu'aucune option de traitement ne constitue une perte de chance. Il faut remettre les enjeux à leur juste place. C'est reconnaître que cette démarche n'est pas classique, voire qu'elle peut ne pas répondre à leurs attentes premières au moment de l'entrée en maladie cancéreuse. Et ce temps de reconnaissance est important car le sentiment de décalage est bien réel. C'est rappeler que ce choix thérapeutique n'est pas leur choix atomisé, mais plutôt leur intégration pleine et entière dans un processus qui reste partagé. Ainsi, les conséquences du choix n'auront pas à être assumées par les personnes ou négligées par les professionnels dans une forme de mécanique de responsabilité que l'on se renvoie les uns les autres. C'est énoncer que peu importe le choix et ses potentielles conséquences, aucun jugement, aucun retour en arrière ne sera fait de la part des professionnels de santé. Et enfin, c'est laisser la possibilité pour la personne de décider ou non de décider. L'écueil serait d'imposer le partage et formuler la question de l'adhésion ou non au partage de la décision est centrale. Vous l'avez compris, finalement, nous procédons à une forme de circuit, information, consentement, mais non pas d'abord autour du choix thérapeutique, mais sur les modalités même de ce choix. Nous avons beaucoup réfléchi à la pertinence de ce préambule, savoir comment le dire, ce que nous devions dire exactement. Nous craignons aussi la réaction des patients, d'autant que c'était l'entrée en maladie, entrée en consultation. Et finalement, la pratique nous a révélé que c'était un démarrage particulièrement vertueux, installant les conditions d'un dialogue et d'une confiance réciproque. Cette mise en relation est toujours fructueuse pour soigner, pour soignant, et finalement, peu importe le traitement qui aurait été finalement choisi, je dirais même peu importe que le patient ait décidé ou non de rentrer dans la décision. Il nous arrive souvent d'employer certaines images pour la décision partagée. À titre personnel, je présente parfois ceci comme l'association d'un navigateur, le patient et d'un cartographe, que moi je serais, de sorte à pouvoir marquer ce nouveau positionnement, une forme d'alliance thérapeutique un peu renouvelée. Alors ça a des limites, les images. Moi, ce professeur de grec ancien qui me dit, oui, en gros, on est devant Charybde et Scylla. Cela m'a un peu glacé, mais finalement, à bien y réfléchir, l'idée d'un homme qui va au-devant de 2 dangers, qu'il aurait voulu absolument éviter, mais qui doit tout de même avancer, en fait, cette image est plutôt efficace. La seconde dimension pratique, après son préambule, ça a été de créer un parcours de soins dédié à la décision partagée. Une analyse éthique menée par Madame Sylvie Marty, qui est cadre de santé supérieure au CHU de Bordeaux, sur la base de témoignages de patients, sur la base de soignants, a révélé l'insuffisance d'une approche exclusivement médicale. Elle a souligné toute la pertinence du recours aux compétences et spécificités infirmières pour mieux accompagner les personnes dans ce parcours de dévoilement de leurs préférences et de délibération. Les ressources de l'éthique, notamment de l'éthique narrative et des capabilités, ont nourri la réflexion pratique et ce parcours de soins a bouleversé notre pratique. Le dernier point, essentiel, est d'entretenir une forme de vigilance constante à l'appréciation du partage de la décision par la personne. En fait, il faut mesurer en permanence si la décision partagée, au fur et à mesure de son déploiement, est toujours acceptée par la personne. Notre attention se porte alors sur son discours, son langage non verbal, ses questions, pour que sans cesse nous faisions une évaluation. Aussi, il nous est paru important de nous autoriser, à un moment donné, de dire à la personne que nous avons perçu sa difficulté, si besoin, lui proposer d'interrompre la procédure. Bref, il s'agit d'éviter l'effet de tunnel. Dans ce cas, lorsque le patient conclut au fait que ce n'est pas la bonne chose de partager la décision, nous avons recours à la réunion de concertation pluridisciplinaire qui permet de manière collégiale de poser l'indication. Une fois de plus, vous pouvez voir à quel point on a un parallèle avec le consentement. Ce n'est pas parce que la personne a dit oui en amont du processus qu'il ne faut pas réinterroger cet accord au fur et à mesure de son déploiement. Enfin, je souhaiterais avec vous aborder l'autre dimension de l'éthique entendue comme établissement d'un rapport de soi avec soi. Et l'éthique suggère alors un discours à la première personne. À titre personnel, la décision partagée est un exercice inédit, notamment pour un oncologue qui est habitué à accueillir quelqu'un et à dire ce qu'il faut faire. Cela a d'abord souligné que je n'avais pas été préparé ou formé à cette position d'équilibriste. Cette non-anticipation au cours de mes études, mais je dois aussi le concéder, une forme de légèreté, quand nous avons décidé de déployer la décision partagée, nous ont fait nous cogner contre le réel. Et le problème, c'est qu'on a fait cogner un patient contre le réel. Choqué par la décision partagée, interprétant cette démarche comme une forme de déresponsabilisation, comme une forme d'injonction à choisir, un homme a décidé d'interrompre ses soins. Certains de la bonne initiative de proposer le partage de décision, assurer de nos valeurs, on en était extrêmement tranquille, eh bien j'ai entraîné cet homme dans une direction qui ne lui convenait pas du tout. Ne se sentant pas compris, il a préféré abandonner le soin au risque de voir sa maladie évoluer. Ce n'était donc pas un échec de la médecine, pas du tout. C'était un échec
du médecin, qui n'avait pas pu saisir ce qui, subjectivement, se passait pour la personne. Ce n'est que 12 mois plus tard que nous avons réussi, après de multiples appels du médecin traitant, de l'épouse, du patient lui-même, bien évidemment, ce n'est que 12 mois après qu'on a pu revoir le patient en consultation. Évidemment, son cancer avait progressé et les traitements à réaliser ne pouvaient plus du tout être discutés. Il s'agissait alors d'une radiothérapie à champ large et de 3 ans d'hormonothérapie. Cet épisode triste, dramatique, nous a imposé cette réflexion éthique, celle que je vous ai déroulée au début de cette présentation. Alors nous pouvons tranquilliser le choc, entre guillemets, en tout cas c'est ce que nous renvoient certains collègues, parce que le patient est désormais guéri, car fort heureusement, nos moyens thérapeutiques nous ont permis de pouvoir quand même toujours viser cet objectif curatif. Cela reste bien évidemment parfaitement anormal. D'autre part, j'ai pu constater la difficulté de mettre en pratique certaines expressions, comme par exemple la recommandation d'identifier les valeurs des personnes. Ces mots sont très simples et on voit ce que cela veut dire, mais en fait, que faire en pratique ? Comment aider au déploiement des valeurs ? Existerait-il des valeurs sous-tendant tel ou tel choix thérapeutique ? Mon expérience me fait penser que nous n'identifions pas des valeurs livresques ou universelles. D'ailleurs, paradoxalement, les personnes qui arrivent en consultation avec un bagage philosophique ou qui ont lu justement de l'éthique auparavant, ce sont ceux qui ont le plus de mal à rentrer dans le partage de la décision. En fait, nous identifions la manière dont chaque personne aura d'interpréter, de vivre ces valeurs. Nous recherchons ce qui fait sens, ce qui s'inscrit dans une chaîne de sens permettant à la personne d'accepter le traitement, d'en identifier un comme étant le plus adéquat. Ainsi se révèle une interprétation singulière, subjective, parfois argumentée, parfois intuitive. Mon travail consiste à permettre ce déploiement de singularité en informant, en relançant, en reformulant. Finalement, c'est la personne qui amène ces choses-là. Restera une question éthique vertigineuse, en revanche, comment réagir ? Est-ce que je dois simplement accueillir le discours de la personne sur ses préférences et ses valeurs ? Est-ce que je dois en être l'exégète ou alors, plus loin encore, est-ce que je dois travailler ces valeurs avec les personnes au risque d'impacter ou de modifier ses perceptions ? Question particulièrement aiguë lorsqu'une décision semble être prise sur la base de représentations ou d'interprétations très discutables. Cette expérience de la décision partagée m'a aussi fait saisir la réalité du débat entre les deux positions que nous avons abordées en amont. C'est un va-et-vient permanent entre, d'une part, la nécessité d'abandonner une forme de pouvoir, mais aussi l'impératif de refuser d'abandonner une personne à une forme d'atomisation par l'autonomie. Ce débat interne se nourrit du dialogue avec le patient avec une question qui revient toujours, systématiquement. Bon, et vous, docteur, qu'est-ce que vous feriez ? Paradoxalement, ces consultations de décision partagée m'ont amené à une perception encore plus aiguisée de ma position d'influence, voire de pouvoir en tant que médecin. Un sentiment malaisant en constatant que mon attitude, mes regards, ma position, mes paroles pourraient orienter les personnes avec une plus grande facilité encore dans ce contexte. C'est au moment où je me positionne comme abandonnant le pouvoir par le partage de décision que je prends conscience de toute sa dimension et parfois aussi de sa nécessité pour certaines personnes. En adoptant une autre position, non plus en face mais à côté, se dévoile toute l'attente de savoir ce que je pense le mieux pour le patient, être le mieux pour le patient, et l'immense responsabilité qui en découle. Il m'est aussi apparu que promouvoir l'autonomie des personnes, c'est parfois d'abord en manifester les limites, c'est les faire ressentir ces limites aux patients, pour ensuite les dépasser, pour dépasser ce constat et envisager ce qui est à mobiliser avec la personne. Finalement, la décision partagée peut apparaître comme un travail dynamique de reconstruction, de réhabilitation, de restructuration, je dirais, de l'autonomie. Enfin, cette démarche m'impose de reconsidérer ce que l'on entend par assumer le choix. Si assumer un choix peut d'abord renvoyer la responsabilité de la décision, de ses conséquences, assumer un choix s'entend aussi comme assumer ce qu'implique le fait même de choisir, et dans notre cas, le fait de le partager. C'est accepter de perdre des réflexes pavloviens, nous amenant soit à décider pour l'autre, soit au contraire de le laisser prendre ses décisions seul, y compris quand elles sont dangereuses ou inadéquates. C'est assurer une nouvelle fonction dans un espace d'échange où la connaissance médicale n'est qu'un référentiel parmi d'autres, où l'improvisation et les efforts mutuels de congruence sont permanents. Il est question d'assumer l'exploration d'un espace où la rationalité peut parfois rencontrer des limites et où finalement la cohérence n'est pas un objectif en soi. C'est donc assumer les divergences d'interprétation, la contradiction, parfois la parole adverse. C'est assumer d'emmener la personne sur ce chemin, de l'y accompagner, d'accueillir les regrets, les retours en arrière. C'est enfin assumer que ce temps passé à échanger, à élaborer, n'est pas tarifable, mais que pour autant, il n'a pas de prix. Pour filer le parallèle encore une fois, assumer le choix consiste, pour moi médecin, à consentir à tout ce que la réalité du choix implique en termes de conditions pratiques,
de risques, de contraintes et d'engagement pour la personne soignée et pour moi-même. Pour conclure, rappelons évidemment que le parallèle entre la décision partagée pour les patients atteints de cancer de prostate localisé et les choix à penser, à assumer ensemble dans le cadre des maladies neuroévolutives présente évidemment des limites. On en citera évidemment 2. La première, c'est que dans le cas de la décision partagée, la place pour l'expression de l'autonomie de la personne est entière, avec un levier important autour de l'information et un possible déploiement des valeurs, je dirais, à la première personne. Les maladies neuroévolutives s'accompagnent d'une autre dimension de complexité et d'une multiplication des personnes et donc des interprétations possibles de ce qui est le bien pour la personne malade. De même, je rappelle simplement que la décision partagée se déploie pour une pathologie avec une intention curative pour le cancer de la prostate, avec donc la possibilité d'une projection vers un avenir différent, certes, mais un avenir qui pourra être serein. Évidemment, le spectre de l'avenir est différent pour les patients atteints de maladies neuroévolutives. Malgré ces limites réelles, il apparaît que cet exercice de la décision partagée peut trouver un écho dans la discussion autour de l'accompagnement des choix des personnes atteintes de maladies neuroévolutives, que ce soit dans l'identification des tensions éthiques, la nécessité de penser concrètement ces échanges ou encore dans l'impératif de réactualiser sans cesse le positionnement soignant. À titre personnel, après 8 ans de pratique de décision partagée, je dois reconnaître que ce pan de mon activité est le plus riche, le plus intéressant, le plus stimulant. Il m'invite à me réinventer, il m'invite à ne pas rester figé. C'est aussi, de manière très concrète, un élément qui me permet d'envisager comment pourrait se pratiquer mon métier de médecin technicien, de radiothérapeute, quand toute sa dimension technique sera réalisée par des processus d'intelligence artificielle et de robotique. Ce qui est déjà le cas, nous vivons, nous, une révolution. Bien, fort de ces échanges, finalement, me voilà confiant et enthousiaste. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Thibault. Vous avez analysé avec énormément de finesse, d'humilité, la place très très difficile des médecins quand il faut agir dans cette décision partagée. Je vois Federico s'avancer. Je lui laisse donc la parole. Merci beaucoup, merci pour cette très 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 belle session. On va se prendre, les propos ont été tellement riches, les coups de projecteur ont été tellement multiples que je pense qu'on peut se prendre 5 minutes pour échanger. Je pense que ça a résonné pour beaucoup de professionnels aujourd'hui, tous vos propos. Donc on a une séquence de 2-3 minutes si vous avez des questions, des observations par rapport à ce qui vient d'être dit, ou même Véronique, si nos intervenants veulent échanger par rapport à leurs interventions. Je crois qu'il y a déjà des questions parmi le public. Oui, moi, je veux bien commencer. C'est par rapport au... Un tout petit peu plus fort, pardonnez-moi, ou le micro plus... Ouais, merci. C'est par rapport au premier témoignage qu'on a eu de Nolwenn, je sais, Le Rosic, à propos de cette femme atteinte de SLA, qui est jeune, 38 ans. Et moi, ce qui m'a interpellée, ce qui me pose question, c'est la démission de son mari. Et ça me ramène à la question du choix. Ça me ramène déjà à la question de la temporalité et du sablier. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de proches d'une personne atteinte de SLA qui vont faire ce choix de démissionner, de ne plus se consacrer qu'entièrement à leurs proches atteints de SLA, en se disant, voilà, c'est le temps qu'il reste. Voilà. Donc c'est cette question de la temporalité sous cet angle-là. Et la deuxième question que ça me pose, c'est par rapport à l'entourage, au soutien dont ce monsieur a pu bénéficier, qui me semble pas suffisant. Donc on parle beaucoup de prise en charge pluridisciplinaire qui est excessivement précieuse pour la personne malade, malheureusement bien souvent inégale d'un département à l'autre, d'une région à l'autre, ce qui va amener beaucoup de proches à s'investir beaucoup plus qu'ils ne le devraient. Et puisqu'on parle de choix, est-ce que la plupart du temps, les choix des proches ne sont pas plutôt des non-choix ? Est-ce qu'on ne devrait pas, nous, en tant que société, assumer cela, faire en sorte que leur entourage soit suffisant, mieux soutenu, surtout du point de vue psychologique ? Alors, j'en parle d'autant mieux que moi, j'ai démissionné pour accompagner mon mari atteint de maladie de Charcot il y a 5 ans, parce que je n'avais pas le choix. Parce qu'on n'avait pas les équipes, on n'a pas l'HAD, on nous l'a refusé, enfin, on a droit à rien, voire même des membres des équipes du CIAD qui me disent puisque vous êtes là, il n'a pas besoin de nous. Donc tout ça, moi, ça me pose beaucoup de questions d'un point de vue éthique, justement,
Et puisqu'on parle du choix, moi j'aurais bien voulu qu'on parle un petit peu de ces choix par défaut qui concernent beaucoup les proches aidants, dont on ne parle pas suffisamment. Oui, vous m'entendez bien ? Oui. On n'entend Ouais. Alors c'est vrai que la décision du mari a été démissionnée sous... Pardon ? Là, vous m'entendez bien ? Oui. En fait, effectivement, le choix du mari a été démissionné, mais on se rend compte que dans toutes ces prises en charge de patients jeunes, en fait, le couple forme un cocon au sein du domicile. Et c'est vrai que même proposer des aides humaines type auxiliaire de vie, des aides à domicile, c'est très compliqué, parce qu'en fait, ils vivent vraiment au sein de leur cocon, et les professionnels ont du mal à rentrer, en fait. Autre raison aussi, c'est que moins de 60 ans, il y a très peu d'aides financières pour mettre en place des aides à domicile. Pardon ? Pour les moins de 60 ans, il y a très peu d'aides financières. Alors, dans mon département, en tout cas, et c'est vrai que c'est ça, il y a des dispositifs nationaux qui sont appliqués de manière différente aussi en fonction du département. Donc, dans mon département, en tout cas, il y a très peu d'aides financières pour les gens de moins de 60 ans. Il y a la PCH, mais aussi... Oui, mais la PCH, en fait, dans mon département, quand on initie une demande, donc il faut déjà qu'il y ait une perte d'autonomie physique, et le traitement des dossiers est entre 9 mois et 1 an. Donc, en fait, en attendant, quid du financement ? Et c'est toujours ça, les difficultés, en fait. Alors, c'est vrai que quand l'hospitalisation à domicile, on peut avoir certaines aides financières en urgence, mais c'est sûr qu'il y a très peu d'aides pour ces patients-là. Une autre question, une autre observation ? Monsieur ? Pour la dame qui a la trisomie 21, finalement, qui lui a annoncé la mort de son père malgré le refus de la tutelle ? Alors, je me doutais que peut-être vous auriez voulu avoir la fin. Alors, je n'ai pas la réponse finale. Je peux juste vous dire que dans l'atelier, donc nous avons plutôt orienté la vie sur d'essayer de voir en fait ce qu'aurait voulu Mélanie, et d'essayer de se mettre plutôt un petit peu à sa place plutôt que de décider pour elle, parce que dans le groupe qui composait l'atelier, c'est vrai que, comme je le disais, c'était très clivé, et c'est normal parce qu'on se projette, on a tous un avis, puisque la mort peut tous nous toucher, que ce soit pour nous ou pour nos proches, et donc on a un avis tranché sur est-ce qu'on aurait envie, nous, aujourd'hui, sans être dans la situation, de savoir. Et on a du mal, comme c'est extrêmement... c'est un enjeu émotionnel aussi, on a du mal à se décentrer de ce ressenti émotionnel, on a du mal à être objectif, et donc là, voilà, on a plutôt orienté sur ce qui semblerait être vraiment la meilleure solution pour Mélanie, et pas pour finalement soulager la conscience des professionnels qui vont intervenir auprès d'elle, puisque c'était un peu le biais de la situation. Une dernière observation, une dernière question ? Oui, j'avais une question. Alors moi, c'était une question concernant la prise de décision partagée avec le patient pour le traitement. Donc c'est monsieur Thibault-Zer, je crois, Zer. Donc j'ai une question. Donc moi, je suis patient. Hein, donc je voulais savoir comment c'était organisé, comment c'était formalisé, comment c'était encadré, tout ça. Le partage, parce que je suppose qu'il y a plein de règles, qu'il y a plein de choses, c'est quelque chose que je connais pas, donc voilà, je suppose qu'il y a plein de règles, et je voulais savoir aussi si c'était quelque chose qui faisait partie d'une démarche un peu expérimentale, ou si c'était quelque chose qui était déjà souvent pratiqué dans le domaine des cancers de la prostate. Merci. Merci de cette question. Donc, en pratique, la décision partagée, elle fait partie des recommandations internationales. Donc, vous l'avez marqué dedans, dans les recommandations américaines, européennes et françaises, pour dire il faut partager la décision. Parce que là, on a fait un choix binaire, mais il y a des choix parfois où le patient peut être surveillé, traité par chirurgie, curithérapie, radiothérapie, ultrason. Donc, on a finalement 5 choix possibles. Donc, nous, on a décidé de le formaliser par un parcours de soins qui est particulier, qui est celui d'abord d'une consultation médicale avec l'urologue, et immédiatement après, un temps d'accompagnement soignant. Vous savez que c'est un dispositif qui existe dans le cadre de l'annonce du cancer et qui est formalisé. Normalement, il est fait une fois que le choix thérapeutique
est posé, nous, on a décidé de le mettre en amont. Et ça, c'était vraiment le travail de ma collègue paramédicale, c'est de se dire, là où les choses se passent, c'est avec l'infirmière, c'est pas avec le médecin. Et ensuite, une fois qu'il y a eu donc l'urologue, l'infirmière, il y a un rendez-vous de consultation en radiothérapie. On fait toujours dans cet ordre-là parce que c'est l'urologue qui aura fait les biopsies qui porte le diagnostic. Finalement, la personne aura eu 3 rendez-vous à 2 à 3 semaines d'écart. On peut se permettre cette temporalité avec le cancer de la prostate. Et ça permet un temps, justement, on parle beaucoup de cette temporalité, mais ça permet de maturer la décision. Et finalement, quand je vois le patient en consultation, il sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur le traitement. Et là, on peut être dans le travail de délibération. Et comme il rencontre 3 personnes différentes, ça permet de renvoyer de la cohérence de l'information, mais quand même, comme ce sont des personnalités différentes, vous accrochez plus ou moins, et en fait, on multiplie les perches tendues à la personne. Donc, ça n'est pas expérimental, parce que c'est notre pratique de soins maintenant depuis 8 ans. En fait, on a une forme de liberté. Alors, il y a un grand vide, du coup, une très grande liberté à créer. On a fait tout un travail conceptuel là-dessus. On est en train de faire un travail de bioéthique empirique pour explorer auprès des patients. Parce que, en gros, si vous voulez, ce parcours de soins, il correspond un peu aux critères internationaux de bonne qualité. Mais en fait, on n'a pas envie de travailler sur le parcours, on a envie de travailler maintenant sur comment les gens vivent le fait, qu'on leur dise « vous avez un cancer, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» En fait, est-ce que sur le plan éthique, c'est la bonne décision et est-ce qu'on pourrait identifier des situations qu'il ne faut absolument pas partager ? Parce qu'en fait, le travail de nos collègues urologues est quand même très compliqué. Dans une même consultation, ils annoncent le cancer et ils doivent évaluer si on rentre en partage de décision. Donc le fait d'avoir du temps, ça permet ce retour en arrière. Et c'est pas facile quand on a lancé, entre guillemets, la décision partagée de revenir, mais je pense qu'il faut s'y autoriser. Et pour ça, il faut des balises, il faut des documents, il faut beaucoup d'échanges avec les urologues. En plus, nous, à Bordeaux, le centre de radiothérapie n'est pas dans le même hôpital. Mais finalement, ce côté un peu étalé en géographie dans le temps, ça a été très efficace. Donc oui, c'est très, très formalisé. Merci beaucoup. Véronique, un grand merci pour l'organisation. Je suis désolé, on va devoir clore puisqu'on a la pause. Mais vous aurez le temps au moment de la pause d'échanger. Véronique, un grand merci pour cette session, l'organisation. Merci à tous nos intervenants. Un grand merci Nolwenn, je me permets de vous interpeller parce que vous avez été un de nos appels à contribution, un peu coup de cœur, et venir en plénière exposer cette situation, je sais que ce n'était pas forcément évident. Donc on est extrêmement heureux de vous accueillir. J'espère que ça inspirera d'autres participants pour répondre à nos appels à communication l'an prochain. Pardonnez-moi, vous me connaissez. Alors déjà, on peut les applaudir, je pense, pour cette session.